Pardonnez-moi avec le matin dimanche. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Vous marquez l'actualité avec 2 nouveaux livres, Pièces d'identité et De la guerre en philosophie. On va parler aussi de l'affaire Polanski, évidemment, on va parler d'Israël, de votre parcours. Ça fait plusieurs décennies que vous êtes dans le paysage public, Oui. Plus de 30 ans. Ah oui, oui. Hélas pour certains, sûrement, mais c'est comme ça, oui, 30 ans, 32 ans même. Si on fait les 35 ans. comptes, 35 ans. La barbarie à visage humain, premier coup de canon, c'était en 77. Ouais. 33 ans, c'est passé comment ? 33 ans de bataille, de polémique, souvent de victoires, parfois de défaites, mais en tout cas où j'ai eu le sentiment de faire mon boulot et de faire avancer les causes qui me sont chères, c'est-à-dire la lutte contre l'oppression, contre l'injustice. Premier mot qui vous vient, c'est bataille, hein ? C'est Oui. pas indifférent. Pourquoi bataille ? Vous savez, mon dernier livre s'appelle « De la guerre en philosophie ». Ça veut dire que je considère la philosophie comme une guerre. C'est pas un philosophe, c'est pas quelqu'un qui est installé dans une espèce de ciel idéal à contempler des pures idées. C'est quelqu'un qui entre dans les grands débats du moment, qui prend sa part et qui fait reculer certains, avancer une autre cause, etc. Ma vie a été pleine de batailles, bien sûr. On va en parler, on va les évoquer, les différents engagements. Il y a eu cette phrase magnifique de vous, vous dites « Jamais je ne me suis emmerdé ». Et les gens qui disent ça, d'abord, qui le pensent en plus, c'est assez rare. Je ne sais pas si elle est magnifique, ce mot est affreux, mais oui, je ne sais pas où j'ai dit ça, mais en tout cas c'est vrai. Ouais. C'est vrai que je me suis rarement ennuyé et que je n'ai pas eu le temps, surtout. J'ai fait tant de choses depuis 30 ans. Barbarie et visage humain, critique du marxisme et du communisme, idéologie française, critique du fascisme à la française, pureté dangereuse, je crois l'une des premières dénonciations argumentées de l'islamisme radical et de ce que j'ai appelé le fascisme-islamisme. Quand on fait tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Jamais vraiment de relâchement, de coups de déprime, c'est pathologique presque, non ? D'être à ce point-là enragé ? Pas enragé, convaincu. Ouais. Pas enragé parce que je suis en même temps... je suis plutôt gentil, plutôt civilisé et dans la vie quotidienne, je suis pas spécialement batailleur. Mais convaincu, acharné à défendre ce que je crois être la vérité, quand j'ai l'impression qu'il y a une injustice infatigable pour la pourfendre, ça oui. Alors c'est peut-être une pathologie, je préfère cette pathologie-là à la pathologie inverse, c'est-à-dire celle de la résignation, celle du « à quoi bon », celle de beaucoup de mes contemporains par rapport aux grandes questions du moment qui sont... Voilà. On parlait du temps qui passe, c'est un personnage de votre livre, de la guerre en philosophie. Vous revenez à l'école normale supérieure 35 ans après. Alors c'était une scène, vous étiez là devant un parterre notamment d'étudiants. C'est quel sentiment, 35 ans après ? Ma vraie pathologie, c'est que je n'ai pas le sentiment Enfin, je vis un temps étal et comprimé. Donc j'ai pas tellement le sentiment... Je ne vis ni dans la nostalgie, ni dans la mélancolie, ni dans le sentiment du passé révolu. Pour moi, les temps sont contemporains. Mais quand vous regardez une photo du jeune étudiant, vous finissiez vos études à ce moment-là, vous avez quel sentiment ? Quel souvenir ? J'ai peu de souvenirs, mais j'ai le sentiment d'être fidèle à moi-même. J'ai le sentiment d'avoir... Quand j'étais jeune étudiant, j'avais des rêves, j'avais des utopies, j'avais des convictions. J'y suis resté fidèle. Quand on balaie ces 35 ans du regard, ce qui frappe, c'est cette énergie combattante, on va y en parler, et parallèlement, la haine ou la jalousie de tous ceux qui vous ont détesté, critiqué, vous avez suscité énormément de réactions. Je ne sais pas si vous connaissez votre page Wikipédia. Elle commence par une mise en garde de Wikipédia qui dit « Stop à la guerre d'édition ». Il y a eu tellement de commentaires et de contre-commentaires que la page est semi-bloquée. Hein. C'est très rare. Ah oui, je ne sais pas ça. C'est étonnant quand même. Oui, je ne sais pas. Est-ce que non, c'est vrai que... Mais vous savez, vous dites jalousie, je ne sais pas si c'est ça. J'ai pris des positions telles depuis 30 ans qu'il est inévitable que j'ai des adversaires. Qu'est-ce que je vous dis ? Quand je prends des coups parce que j'en donne, et c'est à la guerre comme à la guerre, c'est de bonne guerre.
que certains essaient de me détruire régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'y parviennent pas. Et que il y a eu des biographies sur vous, plusieurs biographies. Il y a eu des biographies, enfin, des rapports de mauvaise police, des rapports des rapports de basse police ou des livres de délation, et un ou deux bons livres. Il y a eu la biographie de Philippe Boggio qui était bonne. Comment vous expliquez ça, cette espèce d'irritation que vous provoquez chez beaucoup de gens Mais je crois que c'est pas de... Je crois qu'il faut... moi, j'aime pas la psychologie et j'aime pas subjectiviser les choses et hystériser les débats. Je crois que c'est des débats idéologiques. Il y a des questions. La question d'Israël, la question de l'islamisme radical, la question du rapport à l'Amérique. C'est des questions essentielles où se joue l'avenir du monde. Alors, quelqu'un qui prend comme moi des positions aussi fortes, parce que je n'ai pas la langue dans ma poche, je ne pratique pas la langue de bois, il provoque nécessairement des tirs de barrage en retour. Et c'est, encore une fois, tout à fait légitime. Alors, des fois, les gens tapent à l'intellect, des fois, ils tapent sous la ceinture. Je préfère le premier cas que le deuxième. Mais voilà, je vais pas pleurer. Je suis assez grand pour me défendre. Je le fais d'ailleurs assez bien. Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait mal quand même dans le flot? Et j'imagine parfois ça touche. Non, ça touche. C'est assez rare. Je l'ai dit un jour. Dans la série de ces soi-disant livres qui m'ont été consacrés il y a quelques années, il y en a eu 6 ou 7 en rafale ou 8. La seule chose qui m'a fait un peu mal, c'est quand on attaquait les gens dont mes vrais proches. Voilà. Il y a eu des pages dans certains livres sur quelqu'un qui n'était plus là pour en répondre lui-même, qui était mon père, et qui était d'une rare abjection et sottise. Il y a eu des pages sur d'autres personnes qui m'étaient très proches, et ma fille, par exemple. Ça, en effet, c'est insupportable. Mais c'est pas que ça fait mal, c'est que, heureusement pour les auteurs qui n'étaient pas à portée de voix ou de main quand j'ai lu ces choses-là. Mais c'est pas une question de mal, c'est une question... Ce que je n'aime pas, c'est de la lâcheté. Voilà. M'attaquez-moi, qui suis là, qui peut répondre ou pas, qui peut éventuellement ridiculiser l'adversaire, c'est normal. Attaquer quelqu'un qui a disparu, ce qu'on a écrit sur mon père à une certaine époque, ça, c'était vraiment dégueulasse. Vous réfutiez le mot d'enragé, mais enfin, il y a ce côté convaincu, très combatif. Le plus loin dans votre mémoire, où ça a commencé, c'est quand? En 1971, vous voyez, c'est encore plus ancien, au moment de la guerre de libération du Bangladesh, quand je vois à la télévision ces images d'atrocité, la guerre de libération du Bangladesh contre le Pakistan, quand je vois le vieil André Malraux à la télévision encore appelant à la constitution d'une brigade internationale, et ce mot tellement bouleversant, il était vieux, dévoré de tiques, presque incapable d'articuler, et il a ce mot extraordinaire que je cite de mémoire, il dit « Je ne suis plus capable de piloter un avion, mais je peux encore piloter un char. » Et ça, vous aimez ça? Oui, ça m'a tellement bouleversé que je suis allé le voir à Verrières-le-Buisson. Je me suis engagé dans sa brigade internationale dont j'ai été finalement le seul membre. Et je suis parti à Calcutta, puis avec les Mukti Bahini bengalais et l'armée indienne jusqu'à Dhaka. Ça a été mon premier engagement et ma première insurrection, entre guillemets, contre l'apathie de mes contemporains. L'engagement physique, chez vous, c'est pas indifférent. Moi, je vous ai vu parfois face à tel intellectuel menaçant du poing dans la gueule. Hein. Très concrètement, vous souriez parce que vous vous souvenez très bien de... Mais c'est vrai qu'il y a un côté physique chez vous. On était à Washington, oui. Je l'ai menacé d'un poing dans la gueule? Oui, je crois bien, oui. Non, et il y a des scènes face à l'enterreur, il y a aussi ces scènes-là. Mais ça, j'ai eu tort. Oui. Alors, ce jour-là, je vais vous dire un truc, on ne va pas citer l'intellectuel en question. À la fois, il le méritait d'ailleurs, mais j'ai eu tort d'avoir ce réflexe. C'est révélateur de vous. On sent chez vous une volonté d'en découdre intellectuellement, mais peut-être même physiquement, au sens vraiment, on se collecte les gens. Écoutez, quand j'étais très jeune, j'ai toujours été bagarreur, j'ai toujours pensé qu'il fallait rendre coup pour coup. Je n'ai jamais laissé insulter l'un de mes proches, même quand j'étais... Moi, je me rappelle quand j'étais adolescent ou jeune homme, je me rappelle avoir frappé parce qu'on avait eu un mot de travers contre la maman de ma fille, ma première femme, ou un jour contre ma mère. Là, je suis capable d'être très violent. Alors ça, c'est des choses, pas tellement parce que j'ai vieilli, mais parce que
je crois que c'est pas digne d'un intellectuel. C'est des choses que j'essaye aujourd'hui de contrôler. Et j'y arrive assez bien. Mais enfin, il faut pas trop me chercher quand même. Travailleur acharné, parce que quand on balaye encore une fois ces 35 ans, évidemment, la liste des engagements et des textes est tout à fait impressionnante. Vous travaillez comment ? Je travaille beaucoup et quasiment tout le temps. Je m'isole, je passe des jours, des semaines ou des mois, à peu près coupé de tout, plongé dans la mine ou dans le chantier à ciel ouvert, ça dépend du livre en cours. Je travaille comme une brute. Ouais, Quand je travaille, c'est comme une brute. Je peux aussi ne rien faire, ça m'arrive, rarement. Mais quand je travaille, c'est comme une brute. Ça veut dire quoi ? Vous savez que c'est une passion de savoir chez les écrivains exactement, c'est quoi ? Plume ou crayon ? C'est le matin très tôt ? C'est toute la journée, c'est une partie de la nuit, c'est à la main, l'ordinateur vient en un second temps. J'ai besoin du contact physique avec le papier, du contact physique avec la plume. C'est le premier état de mes manuscrits, si vous voulez tout savoir, c'est presque la... Enfin, quand je sais ce que je veux dire, c'est la ponctuation presque avant les mots, c'est-à-dire le rythme et la musique de la phrase avant le détail de son déroulement. Voilà, la littérature, c'est de la musique, vous savez, et un manuscrit, c'est une partition. Vous arrivez à des textes très fluides, y compris dans les chroniques de journalistes. On pense à Anne-Françoise Giroud, il y a quelque chose peut-être de ça. C'est qui les modèles d'écriture ? Modèle d'écriture, oui, Françoise Giroud, qui est surtout quelqu'un que j'ai énormément aimé et que vous l'évoquiez me fait plaisir. Non, dans le journalisme, c'est François Mauriac, dans la philosophie, c'est Sartre, et dans les textes politiques, je dirais que c'est Camus. C'est-à-dire des exemples de langue qui... Très épurés ? Très épurés, voilà. Pour moi, et ça j'ai changé depuis l'époque de la barbarie, quand j'étais plus jeune, ma langue était un peu ornementée, un peu chargée, un peu lyrique. Et je crois qu'aujourd'hui, j'essaye au contraire de casser les reins au lyrisme et j'essaie de neutraliser la langue. Une bonne langue, écrire bien, c'est laisser passer le sens. Et trop d'écriture arrête le sens. Ça bloque l'attention, ça tétanise le lecteur. Donc il faut une écriture bonne conductrice d'énergie. Et comme on dit bonne conductrice d'électricité, bonne conductrice de sens. Une écriture qui n'arrête pas l'effet de sens et l'effet de conviction. Comment vous faites ? Il y a une lecture et vous avez un gueuloir comme Flaubert où vous lisez ce que vous allez publier ? Ah oui. À haute voix ? Oui, non, il y a un travail d'abord très très long Vous savez, c'est l'histoire des moines qui ont inventé la lecture à voix basse et on sait très bien que quand ils inventent la lecture à voix basse, c'est parce qu'ils aperçoivent que c'est comme la lecture à voix haute. On parle à l'intérieur de soi, il y a un gueuloir intérieur. Et c'est vrai pour la littérature. Je crois qu'il n'y a pas besoin de gueuler pour lire à haute voix. Et puis après, il y a en général des premiers lecteurs. Je me rappelle La Barbarie à visage humain, par exemple. C'est une anecdote que je peux vous révéler. La Barbarie à visage humain, je l'ai lu de la première à la dernière ligne à un lecteur, qui était Philippe Solers, qui est venu tous les après-midi chez moi pendant peut-être une semaine. Et je lui ai lu La Barbarie à visage humain. C'est assez unique dans l'histoire. C'est rare dans l'histoire des écrivains. Mais voilà un cas. Donc je peux lire à haute voix, parfois pas. Il y a des pages très belles dans votre livre sur la lecture. Vous dites qu'il y a deux types de lecture. Il y a la lecture ruminante où vraiment on prend mot à mot très lentement. Et puis il y a une lecture un peu à la Corsaire, flibustière, vous dites aussi, où on va très vite, on attrape des choses dans beaucoup de livres. Vous dites que c'est celle-là que vous revendiquez. Oui, bien sûr. Oui, comme Sartre, comme d'autres qui m'écrasent sans doute, mais enfin dont je suis l'élève et qui sont pour moi des modèles. Oui, une lecture flibustière, une lecture pirate. Vous savez, quand on a vaguement une pensée personnelle et quand on poursuit un même trajet depuis un certain temps, on n'a pas le temps de faire la vraie lecture. La vraie lecture, la lecture ruminante dont je parle, elle nécessite à la limite autant de temps qu'il en a fallu pour écrire. Voilà. Bon, j'ai plus le temps au stade où je suis de ma vie. Je n'ai plus le temps de lire L'acheminement vers la parole d'Heidegger dans le temps où il l'a écrit. J'y passerai 4 ans. Donc en effet, je lis je lis autrement. Alors, vous entendez vos détracteurs qui disent il lit trop vite. Oui, ils ont raison. Avec l'exemple évidemment qui a frappé tout le monde, c'est Botul, page 122 de votre livre. Vous êtes fait avoir par un canular. Alors on va pas refaire toute l'histoire, mais
Et bien sûr que je Sur le moment, quand vous avez appris que c'était un canular, on imagine quand même la scène, vous vous êtes dit quoi? Je me suis dit rien, je me suis dit que ça ne changeait rien, que le livre était bon. Hein? L'histoire, c'était 10 Le canular lignes. est très bien fait, soit dit en Oui, passant. oui, naturellement. C'était 10 lignes de la guerre en philosophie où je voulais démontrer que les philosophes avaient un corps. Bon, et que c'était pas seulement des purs esprits. Et Kant, un corps sexuel. Et je prends l'exemple de Kant, voilà, qui est officiellement le plus abstrait des philosophes et dont je crois, moi, depuis très longtemps, qu'en vérité, il était un enragé à bien des égards. Bon, voilà, donc je cite au passage ce Botul. Alors, qui s'appelle Botul ou Tubol, Tartampion ou Tartemol, ma première réaction a été de me dire que ça n'a aucune importance. Et c'est la dernière réaction, je le pense encore aujourd'hui. Ouais. Bon, ça n'a aucune importance. Vos ennemis se sont jetés là-dessus. Est-ce que vous avez de l'humour, Bernard Lévy? Vous savez que les gens se posent souvent la question, parce que parfois vous avez l'air de rire ou de sourire même de vous-même. Ouais. Souvent aussi, vous avez l'air très grave, très combattant. Qu'est-ce qui vous fait rire, par exemple? J'ai d'ailleurs, cette histoire dont vous parlez, ça a été ma première réaction. Je crois que j'ai même fait un bloc-notes qui s'appelait Salut, chapeau l'artiste, je crois. Et ce qui me fait rire, c'est les canulars. Moi, je suis normalien. Une tradition normalienne, c'est la tradition du canular. Moi, j'en ai fait tellement des canulars. Je trouve ça très marrant. Moi, j'ai fait des canulars bien plus drôles et bien plus cruels que celui-là. Donc, les canulars me font rire. En revanche, le génocide au Darfour ou la répression des démocrates en Iran ou le destin d'Israël, ça me fait pas rire. Parlons-en précisément, parce que quand on lit les forums qui vous concernent, le fait que vous soyez juif, évidemment, est un thème qui revient très souvent, parfois de front, parfois de manière détournée. D'abord, quand on dit Bernard-Henri Lévy, juif, comment vous réagissez à ça? Vous vous sentez juif? De quelle manière? D'abord, je me sens juif, ça c'est incontestable. Je l'ai assez non seulement revendiqué, mais pensé avec fierté pour ne pas pouvoir reprocher à d'autres de me qualifier. Voilà, cela me qualifie pour partie. Je ne suis pas que ça. Quand on dit intellectuel juif, est-ce que ça a un sens? Bien sûr. Lequel? Le sens que ça a, c'est qu'une partie de mon inspiration, une partie de mes universités intérieures, de mes universités intimes, porte le nom de Emmanuel Levinas, Franz Rosenzweig, le Gaon de Vilna, le Rabbi Haïm de Volozhin ou le Maharal de Prague. Ça veut dire ça. Le sens du combat dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas que juif, mais qui est très présent dans la culture juive moderne, est-ce que c'est important pour vous aussi? J'aime l'idée, si c'est ça que le sens de votre question, j'aime l'idée que le peuple juif, qui a été si longtemps objet de l'histoire, objet de persécution, soumis à toutes les tyrannies, ballotté entre les uns et les autres, qu'il ait repris son destin en main et qu'il se soit réapproprié son destin jusqu'à la question de la violence comprise, et qu'il se tienne debout et qu'il ait la nuque droite, j'aime ça, bien sûr. Évidemment que j'aime ça. Alors, la nuque droite, expression... la nuque raide. La Bible dit la nuque raide pour dire la rébellion des Juifs contre leur Dieu. Moi, je dis la nuque droite pour dire, c'est pas tout à fait la même chose, je ne suis pas pour se rebeller contre le ciel, mais je suis en revanche partisan de se rebeller contre l'injustice, de se rebeller contre les salauds, contre les totalitaires, etc. La nuque droite, oui. Et que les juifs d'aujourd'hui soient ainsi, les jeunes juifs suisses, genevois, français, belges ou israéliens, ça évidemment, c'est pas fait pour me déplaire. J'aime cette image-là. Quand vous voyez en revanche Israël tel qu'il est gouverné aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive d'être gêné, honteux? Honteux, non. Mais gêné naturellement, comme dans toute... Vous savez, le propre d'une démocratie, c'est qu'elle se donne des chefs qui sont plus ou moins bien. La démocratie, c'est jamais le régime parfait, vous le savez très bien. Donc il y a des dirigeants qui sont toujours un peu décevants. Ils le sont plus ou moins. Alors, bien sûr que, mais ça je ne me prive pas de le dire en Israël même, il y a des dirigeants israéliens qui m'ont semblé plus décevants que d'autres. Et là non plus, j'ai pas ma langue dans ma poche pour le dire. En ce moment, des cas extrêmes, un ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, qui est quasiment infréquentable quand il voyage, les autres ministres l'évitent tellement il est à droite. Ça, c'est une image d'Israël qui doit être troublante pour vous, non? D'abord, il ne faut pas exagérer non plus. Je lis souvent Lieberman, le Le Pen israélien, etc. C'est pas vrai. C'est pas ça. C'est aller trop vite en besogne que de dire ça.
Mais une idée brutale, disons, très brutale du combat. Oui, moins qu'on ne le dit. Mais cela étant, je serai citoyen israélien, c'est sûr que je donnerai de la voix contre ce gouvernement et son ministre des Affaires étrangères considérablement. Et puis je n'aurais pas voté pour eux, tout le monde le sait. J'aurais voté, là en ce moment, probablement pour le parti de Tzipi Livni, qui me semble représenter une meilleure alternative. Voilà. Mais je suis contre la diabolisation et cette tendance à la satanisation et pire encore à la fascisation d'Israël, dont Benjamin Netanyahu, on peut ne pas être d'accord, mais il ne faut pas non plus exagérer. C'est pas le diable. Les fameux checkpoints, il les a réduits pour l'essentiel. Les fameuses colonies, depuis la visite de Joe Biden, il les a arrêtées. Les constructions de logements à Jérusalem-Est ou dans les territoires occupés, etc. Vous avez signé un appel qui s'appelle J-Call, qui est un appel, disons, pour les juifs progressistes, plutôt. C'est un appel qui consiste à dire deux choses. Défense inconditionnelle d'Israël, mais droit à la parole dans le débat démocratique. Deux États, un palestinien. Deux États, ça c'est ma thèse depuis 40 ans. Premier article que j'ai publié dans ma vie. 69. En 69, voilà. Je suis partisan depuis 1969, parce que je suis un partisan du droit et parce que je crois que c'est la seule solution pour Israël, d'un État palestinien souverain et viable. Je n'ai jamais bougé de cela. Et je suis beaucoup plus partisan d'un État palestinien que ne l'ont été les dirigeants palestiniens eux-mêmes, sans parler des États arabes qui se servent de la cause palestinienne comme d'une chair à canon pour atteindre d'autres buts géostratégiques. Monsieur Erdogan, qui se réveille là depuis quelques jours en nouveau Saladin du monde musulman, il n'a rien à faire d'un État palestinien. Moi, en revanche, ça m'importe, un État palestinien, pour les deux raisons que je vous dis. Parce que je crois que c'est l'intérêt d'Israël, mais parce que surtout, je suis partisan du droit et de la justice. Donc deux États, naturellement, mais je suis un inconditionnel de la cause d'Israël. Et chaque fois que j'entends tel ou tel qui, sous prétexte qu'Israël, qu'un gouvernement israélien commet une erreur, parce que ça arrive forcément, en profite pour délégitimer Israël comme tel, là je dis stop et je dis que c'est la ligne jaune qu'on n'a pas le droit de franchir. Et c'est vrai que là, je donne un peu de la voix. Bernard-Henri Lévy, Roman Polanski, c'est un de vos engagements les plus forts depuis des mois, 9 mois qu'il est en résidence surveillée à Akshad. Comment va-t-il d'abord ? Je vous le dirai dans quelques jours parce que je dois le voir là très, très bientôt. Mais je crois qu'il va aussi bien qu'on peut aller dans cette situation kafkaïenne où il se trouve. Pourquoi cet engagement de votre part ? Parce que vous connaissiez peu Roman Polanski.